Un divorce imminent est une situation désagréable à vivre et le soir du 18 juin 2018, Deborah de Pinto et son mari Scott Beaumont-Jones se sont retrouvés à la pire extrémité de cette situation et à la fin de l'une de leurs vies. C'était un jour humide, boueux et couvert, et le couple et leurs 2 enfants avaient été enfermés trop longtemps dans une petite caravane de voyage sous-dimensionnée. Les enfants se préparaient à passer du temps chez les parents de Deb, la lessive devait être faite, et tout le monde avait besoin d'un peu d'espace. Leur fille adolescente est sortie et s'est assise dans la voiture de Deb pour échapper à la tension à l'intérieur de la caravane, se cachant des tempêtes qui se formaient régulièrement au sein du petit foyer familial. Deb quitte la caravane et se dirige vers le bureau du parc de caravanes où se trouve la buanderie. Elle devait faire tourner du linge pour que les enfants aient quelque chose à porter pendant les vacances auxquelles ils allaient repartir dans quelques heures. Scott la suit rapidement. Elle en avait assez de lui, mais il essayait de plaider sa cause. Elle voulait sortir de cette relation. Elle voulait qu'il disparaisse de sa vie. Il voulait rester et était prêt à continuer la dispute comme tant de fois auparavant. Peut-être pourrait-il faire une dernière tentative avant que les enfants ne partent pour la semaine. Il savait qu'une fois qu'il serait reparti, son séjour dans la caravane familiale serait probablement terminé aussi. Il reviendrait et elle le jetterait définitivement dehors. Mais ce genre de jour misérable ne fait qu'empirer. Le genre de jour qui serait le dernier de sa femme et qu'il ne pourrait jamais reprendre. Le comté de Boulder est situé dans le centre-nord du Colorado et abrite un peu plus de 300 000 personnes à temps plein. Il abrite le parc national des Rocheuses et 4 autres zones et forêts sauvages protégées au niveau national. Situé au pied des Rocheuses, son chef-lieu est Boulder, Colorado, qui abrite environ 100 000 personnes. Ville universitaire dynamique, son plus grand employeur est l'Université du Colorado à Boulder, un endroit où Deb de Pinto a travaillé pendant 10 ans comme chef dans les services de restauration du campus. Au fil des années, elle a également travaillé dans plusieurs autres restaurants de la ville, avant et pendant son temps à l'université. Elle a rencontré Scott Jones à une fête du Nouvel An en 1998 et ils se sont rapidement entendus. Ils se sont fréquentés pendant un certain temps, puis se sont mariés. Leur premier enfant, une fille, est né peu de temps après. Un fils est né quelques années plus tard. D'après les rapports locaux, Deb avait une longue histoire d'emploi dans la région, ce qui n'était pas le cas de Scott. En recherchant cette histoire, nous n'avons trouvé aucune mention de son emploi ni de déclaration de collègues. Avant l'incident du 18 juin 2018, les seules notes d'intérêt étaient quelques rapports d'arrestation pour des crimes contre la propriété quelques années auparavant, mais il n'y avait pas de condamnation. Il semble que les 2 et leurs enfants vivaient dans une petite caravane de voyage depuis un certain temps. La plupart du temps, ils la garaient dans la région des contreforts du comté, mais revenaient de temps en temps en ville pour séjourner au parc de maisons mobiles, Ponderosa. Le parc de caravanes n'est pas très remarquable. Il accueille les gens du travail qui font fonctionner une ville universitaire comme Boulder, ainsi qu'un certain nombre de retraités et même quelques étudiants. Il offrait également un endroit où Deb et Scott pouvaient garer leur caravane lorsqu'ils avaient besoin de revenir en ville. Un espace restreint dans la caravane n'offrait pas beaucoup de luxe, ni même certaines nécessités comme faire des montagnes de lessive que la famille de 4 personnes génère normalement. C'est lors de l'un de ces moments que la famille était revenue au Ponderosa. La relation entre les 2 avait été en déclin au cours des dernières années. Scott était devenu possessif, jaloux et cruel selon les rapports des amis de Deb. Deb travaillait de longues heures, essayait d'être une bonne mère, et elle en avait assez des exigences, des échecs et de l'incapacité de Scott à mettre un toit sur leur tête. Les disputes étaient devenues vicieuses, au moins verbalement. La police locale n'avait jamais été appelée pour des rapports de violence domestique entre les 2. Les disputes étaient gardées hors de la vue du public, mais les enfants n'avaient pas beaucoup de moyens pour échapper à la ligne de tir, sauf en se réfugiant dans la voiture familiale ou en se promenant dans les environs. Scott envoyait souvent des textos menaçants à Deb, des messages méchants et pointus qui seraient finalement révélés lors du procès public. « Tu es pourri jusqu'à la moelle.
Aucun flic ou ordonnance restrictive ne va arrêter ce qui arrive, lui a-t-il envoyé une fois. Je me fiche de ce qui m'arrive. Je suis un homme sans rien à perdre, sauf ma vie. C'était l'environnement sous lequel la famille vivait lorsque leur fille s'est réfugiée dans la voiture familiale et que Deb s'est précipitée vers le bureau du parc de caravanes, Scott juste derrière elle. Le parc de maisons mobiles avait eu sa part de problèmes au fil des ans, comme tout quartier. Mais une série de vols avait incité le propriétaire du parc de caravanes à installer un ensemble de caméras de sécurité donnant sur le terrain. Des objets du bureau du terrain avaient également disparu au fil du temps, et le propriétaire avait installé une caméra de sécurité cachée spécifiquement pour surveiller cette zone. S'il ne l'avait pas fait, un horrible crime aurait pu être simplement imputé à une très malheureuse urgence médicale. À l'intérieur, la caméra déguisée derrière une découpe de chocolat Ghirardelli a capturé ce qui s'est passé ensuite. La dispute continue alors que Deb entre dans la buanderie. Elle pense qu'elle a eu cette dispute des centaines de fois déjà. Mais quelque chose casse à l'intérieur de Scott. La caméra cachée ne voit pas exactement ce qui se passe, mais le microphone enregistre les sons. Et puis, ce qui n'aurait jamais dû arriver se produit. Scott se trouve dans l'étroit passage menant à la buanderie. Scott entoure le cou de Deb avec ses mains et commence à l'étrangler. Elle se débat. Elle lutte, mais devient de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle perde finalement connaissance. Il relâche sa prise sur son cou alors qu'elle tombe au sol, de la mousse sur les bords de sa bouche. Tout souffle qu'elle prend est si faible et difficile que Scott ne le remarque même pas. Il passe les 47 minutes suivantes dans la pièce avec elle, sans rien dire. Juste en essayant de comprendre ce qu'il va faire, ce qu'il vient de faire, et qui il est devenu à ce moment-là. Deborah DePanto, 44 ans et mère de 2 enfants, gît mourante sur le sol en béton de l'arrière-salle du parc de caravanes. Son mari, Scott Jones, âgé de 47 ans, envisageait l'inévitabilité d'un divorce quelques heures auparavant. Maintenant, ce qu'il affronte est bien pire. Il avait une dernière idée, une dernière chance de changer le récit de ce qui s'était passé cette nuit-là et de changer son propre destin, ou du moins, le pensait-il. Scott se précipite hors du bureau et retourne à la caravane. Il attrape son fils et crie que quelque chose est arrivé à Deb, sa mère. Dans ce qui serait plus tard qualifié de maltraitance d'enfant, Scott emmène son jeune fils à l'endroit où sa mère est allongée sur le béton. He's gone, man. Oh my God. 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 Please, Mama, wake up, Mama, please. Oh God. Oh God. Please do help us. Mama, God, please. C'est un moment déchirant. Le fils implore pour la vie de sa mère et Scott joue le jeu. Il sait ce qu'il a fait, mais il prépare le terrain. Il sait que l'appel au 911 amènera les ambulanciers et probablement la police. Son fils envoie un message à sa sœur, lui demandant où elle est. Maman est morte. Elle n'a pas répondu, expliquant plus tard qu'elle pensait que son père avait envoyé le message et qu'elle ne voulait pas qu'il la trouve. Donc, elle ne l'a même pas regardé. Le premier sur les lieux est un adjoint du comté de Boulder, nommé Mike Terry. L'adjoint Terry se dirige directement à travers le bureau jusqu'à la buanderie pour porter assistance. Une ambulance arrive quelques instants plus tard et les techniciens médicaux d'urgence se précipitent pour fournir une assistance supplémentaire. Scott continue sa performance alors qu'il s'occupe d'elle. À ce moment-là, elle s'accroche à la vie ou elle vient de la perdre. Scott pense que c'est le moment d'offrir son explication de ce qui s'est passé et il essaie de redoubler d'efforts en prétendant que c'était un problème de santé plutôt qu'une agression. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour Deb sur place et avaient décidé que si elle avait une chance de survivre, elle aurait besoin de soins traumatiques plus étendus et intensifs. Elle a été placée dans l'ambulance et emmenée au Boulder Community Health Foothills Hospital. Cela n'a servi à rien cependant. Deborah DePinto,
a été déclarée morte peu après son arrivée. Bien que ses antécédents médicaux indiquaient qu'elle souffrait d'une hypertrophie du cœur et pesait plus de 200 livres, les secouristes expérimentés pouvaient dire que la cause réelle de sa mort était suspecte. Scott a été ramené au bureau du shérif pour faire une déclaration, tandis que les travailleurs des services de protection de l'enfance locaux emmenaient les deux enfants dans un endroit sûr pour s'occuper d'eux. Au début du scénario, Scott a raconté à l'inspecteur Don Dillard du département du shérif de Boulder que Deb avait commencé à avoir un problème médical en faisant la lessive. Il déclare une fois de plus son amour pour elle, jouant le rôle du mari innocent et préoccupé qui se trouvait simplement là. Le détective sait que quelque chose ne va pas et pousse un peu pour voir comment Scott réagira si une légère lueur de suspicion est jetée sur lui. Aucune accusation n'est portée à ce stade et les détectives permettent à Jones de se déplacer pendant un moment pendant qu'il termine quelques formalités administratives. Puis, ils reçoivent un appel du directeur du parc de caravanes. Un téléchargement de la vidéo prise sur les lieux est rapidement fourni au bureau du shérif et il n'y a plus aucun doute dans l'esprit des détectives que l'histoire de Scott est loin de la vérité. Il le rappelle et lui montre la vidéo. Il est piégé et il le sait, mais cela ne l'empêche pas d'essayer de nier. Vous pouvez presque le voir craquer alors qu'il commence à se balancer sur sa chaise. Il n'y a plus moyen de se défendre maintenant. Il sait qu'il est temps d'appeler un avocat. En l'espace de quelques heures, Scott Jones a étranglé sa propre femme à mort, ruiné la vie de ses deux enfants et s'est engagé sur une voie menant soit à la prison à vie, soit à la peine de mort. Il lutte pour s'expliquer et raconter ce qui s'est passé. Scott serait arrêté et accusé de meurtre au 2e degré dans la mort de Deborah DePanto. Dans les jours suivants, le rapport d'autopsie du coroner indiquerait qu'elle était en fait décédée par asphyxie due à une strangulation. Les enquêteurs du bureau du shérif et du bureau du procureur local ont remis les enregistrements à des experts du Rocky Mountain Information Network, où l'analyste audio et vidéo médico-légal David Weller a travaillé pour isoler les sons de Deb et Scott. Il a enlevé les couches de bruit de fond de la machine à laver et du sèche-linge et isolé les voix du couple. Cela servirait de principale preuve lors du procès. Le bureau du procureur porterait les accusations à un meurtre au 1er degré lors des audiences préliminaires, arguant que les témoignages des amis de Deb avaient indiqué une histoire de ressentiment croissant et de colère de la part de Scott. Les messages textes ont aidé à étayer l'affaire, tout comme les commentaires de certains disant qu'il leur avait dit qu'il pouvait simplement l'étrangler pour ce qu'elle lui faisait. Lorsque l'affaire est passée en jugement, il est devenu du devoir du jury de déterminer non seulement si Scott avait tué sa femme, mais aussi de déterminer s'il s'agissait d'un meurtre prémédité au 1er degré ou s'il s'agissait d'un meurtre au 2e degré survenu dans un moment de rage et de colère. La préméditation, dans des cas comme celui-ci, ne nécessite pas nécessairement une longue délibération, mais dépend davantage de savoir si la personne commettant le crime avait une chance raisonnable de réfléchir à l'action, à l'issue probable et à l'opportunité de se rétracter avant de le faire. La distinction entre les deux est cruciale, non seulement pour la gravité du crime, mais aussi pour la sévérité de la peine. Selon la loi du Colorado, au moment de ce meurtre, le meurtre au 1er degré entraînait une peine minimale de réclusion à perpétuité et pouvait aboutir à la peine de mort. Le meurtre au 2e degré, selon les circonstances, pouvait entraîner une peine de prison allant de 12 à 48 ans. Au tribunal, l'accusation exposerait le cas de Scott comme un meurtrier, quelqu'un qui avait accumulé cette confrontation. Ils ont soutenu qu'il est raisonnable de supposer que Scott avait poursuivi Deb dans le bâtiment pour continuer la dispute et qu'il avait, sur la base de ses déclarations précédentes, au moins envisagé de tuer sa femme avant l'incident. Peut-être plusieurs fois avant l'incident. Les avocates de la défense, April Coleman et Catherine Harold, ont fait valoir que bien que Scott ait disputé et combattu avec Deb, y compris en l'étranglant, il n'avait pas eu l'intention de la tuer, mais que son état cardiaque et sa condition physique auraient pu transformer cette situation en un incident mortel. Elles ont soutenu que le meurtre résultait d'un accès de colère et de passion, que Scott avait perdu le contrôle de lui-même dans sa rage à propos de la relation défaillante. Scott
ne prendrait jamais la parole pour sa défense avant que les deux parties ne reposent leur dossier. Il a fallu 10 heures de délibération au jury pour parvenir à leur décision. Au début, ils ont envoyé une demande au juge pour obtenir des directives sur la distinction entre le meurtre au premier et au deuxième degré. Ils sont ensuite revenus avec un verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré pour Scott Jones dans la mort de Deborah DePinto. Les nouvelles locales rapporteraient plus tard que, dans la première partie du vote, le résultat était de 11 contre 1 en faveur du meurtre au premier degré, mais un juré a résisté. Finalement, le groupe est parvenu à un consensus pour que le meurtre au deuxième degré soit retenu. Le jury a également reconnu Scott coupable d'un chef d'accusation de maltraitance d'enfants pour avoir emmené son fils sur la scène du crime. Le 9 mars 2020, Scott Jones serait condamné à 48 ans de prison pour le meurtre de Deborah DePinto et une année supplémentaire pour l'accusation de maltraitance d'enfants. Bien que Jones ne voit peut-être jamais la vie en dehors d'une prison d'État du Colorado, il laisse derrière lui 2 jeunes enfants qui porteront les cicatrices de cet incident tout au long de leur vie. C'est une fin amère pour une relation qui a commencé lors d'une célébration du Nouvel An et s'est terminée un jour de pluie et de boue dans un parc de caravanes à la périphérie de la ville. Si vous trouvez cette affaire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo. Commentez ci-dessous votre avis et abonnez-vous à la chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour rester informé chaque fois que nous révélons une nouvelle affaire choquante. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et gardez les yeux ouverts. Vous ne savez jamais ce qui se cache dans l'ombre.